Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de la commencer, si tu es intéressé par tout ce qui est lié à la finance quantitative et au trading algorithmique, j'ai un site où tu pourras retrouver divers articles, tutoriels et vidéos, ainsi que des algorithmes, des codes et des tableurs. Avec tout ça, j'ai aussi créé un Discord que tu peux rejoindre si tu souhaites accéder à une communauté. Avant, j'avais un Telegram, j'avais testé différentes choses. De toute façon, cette chaîne, pour l'instant, c'est un peu expérimental, on va dire. Du coup, je vais tout migrer vers Discord au lieu de Telegram parce que Telegram, je trouve pas ça terrible. Et sur mon site, du coup, pour le reste. Voilà, on peut commencer. Notre histoire commence avec Louis Bachelier, une figure souvent méconnue du grand public, mais qui a posé les bases de la finance quantitative moderne et de la théorie des probabilités appliquée au marché financier. Né en 1870 dans le Havre, Bachelier a été confronté très tôt à la dureté de la vie, avec le décès prématuré de ses parents. Orphelin, il prend en charge la gestion de la fortune familiale, ce qui l'amène à s'intéresser aux fluctuations de marché. Mais c'est à l'École normale supérieure de Paris qu'il commence à élaborer sa vision révolutionnaire. Pour son travail de doctorat, il va décider de se plonger dans le monde des spéculations boursières, un sujet qui à l'époque était considéré comme peu digne d'une étude académique sérieuse. Sa thèse, intitulée Théorie de la spéculation, fut présentée en 1900, à l'époque où la finance était loin d'être perçue comme un champ d'application des mathématiques rigoureuses. L'anecdote la plus fascinante de sa défense de thèse est sûrement peut-être la présence d'Henri Poincaré parmi les examinateurs. Poincaré était déjà un mathématicien éminent, et il a été impressionné par les intuitions de Bachelier, même s'il ne saisissait pas totalement l'application pratique de ses idées à la bourse. La réaction de Poincaré fut donc mitigée, mais il reconnut la nouveauté et la difficulté du sujet. Mais il jugea que Bachelier avait sous-estimé certains aspects mathématiques complexes. Dans sa thèse, Bachelier décrit ce que nous appelons aujourd'hui le mouvement brownien. Ce mouvement, caractérisé par une succession de changements aléatoires, est devenu fondamental non seulement en physique, mais aussi et surtout dans la modélisation mathématique des marchés financiers. Après la présentation de sa thèse, Bachelier continuera à travailler dans l'ombre, ses idées n'étant pas pleinement reconnues pendant de nombreuses années. Il enseigna dans diverses institutions françaises, luttant pour obtenir des postes académiques stables et continuant à développer ses théories sans grand soutien malheureusement. Ce n'est que bien plus tard, notamment dans les années 1950, avec le développement ultérieur de la théorie par des économistes tels que Paul Samuelson, que le travail de Bachelier fut redécouvert et reconnu comme précurseur de la finance quantitative. Aujourd'hui, il est célébré comme un visionnaire qui a vu, dans le chaos des marchés financiers, un ordre mathématique à déchiffrer. Le parcours de Bachelier nous rappelle que souvent, les idées les plus innovantes mettent du temps à être acceptées, mais leur impact peut finalement transformer tout un domaine. Si Louis Bachelier, souvent considéré comme le père de la finance quantitative, a introduit les premiers concepts mathématiques dans l'analyse des marchés, c'est Harry Markovitch qui, un demi-siècle plus tard, a véritablement utilisé ses fondations pour révolutionner la gestion de portefeuille. Harry Markovitch est un personnage crucial dans l'histoire de la finance, souvent surnommé le père de la théorie moderne du portefeuille. Sa contribution n'est pas seulement une révolution mathématique, mais aussi une transformation profonde de la manière dont les investisseurs envisagent le risque des rendements. Né en 1927 à Chicago, Markovitch était le fils d'une famille d'origine modeste, ses parents étant des immigrants. Dès son jeune âge, il a montré un intérêt pour les mathématiques et les statistiques, une passion qui l'a mené à l'université de Chicago. C'est là, au début des années 1950, que Markovitch commence à explorer les applications mathématiques dans l'économie, un domaine encore en gestation à l'époque. L'anecdote la plus célèbre autour de la genèse de sa théorie du portefeuille implique un conseil donné par Milton Friedman. Markovitch hésitait sur le sujet de sa thèse et envisageait de travailler sur les problèmes de prévision en économie. Friedman cependant l'a poussé à se concentrer sur quelque chose de plus sérieux entre guillemets. Ironiquement, ce conseil l'a dirigé vers ce qui semblait être un sujet moins conventionnel à l'époque, la sélection des portefeuilles d'investissement. En 1952, Markovitch publie Portefeuille Selection dans le Journal of Finance, introduisant le concept de diversification pour minimiser les risques. Sa théorie a bouleversé les pratiques traditionnelles de l'investissement, qui se concentraient principalement sur les rendements, sans une appréciation adéquate du risque. Markovitch proposait l'idée révolutionnaire que le risque d'un investissement ne devrait pas être évalué isolément, mais en fonction de la manière dont aussi les autres investissements changent le risque global du portefeuille. Son modèle mathématique permettait de calculer la combinaison optimale d'actifs qui minimisait le risque pour un niveau donné de rendement. Cette idée de frontière efficiente
où les portefeuilles peuvent être optimisés pour équilibrer le risque et rendement, est devenu une pierre angulaire de la finance moderne. Markowitz lui-même racontait souvent comment son travail était perçu comme contre-intuitif à l'époque. Beaucoup de ses contemporains pensaient que les mathématiques ne pouvaient pas capturer la complexité et les nuances de marché. Pour son travail pionnier, Markowitz a été lauréat du prix Nobel d'économie en 1990, un honneur qui a souligné l'importance de sa contribution à la théorie économique et à la pratique de l'investissement. Sa théorie a non seulement changé la façon dont les fonds sont gérés, mais elle a aussi influencé le développement d'autres modèles financiers qui continuent de dominer le monde de la finance. Harry Markowitz, en posant les bases de la gestion de portefeuille avec une approche plus scientifique, a démontré que même dans le monde prétendument un peu aléatoire et imprévisible de la finance, les mathématiques pouvaient offrir des insights profonds et très utiles. Mais alors que Markowitz, lui, posait les bases de la diversification, William Sharpe prit un pas de plus en établissant le CAPM, qui a offert aux traders et aux investisseurs un cadre pour évaluer le rendement attendu d'un actif en fonction de son risque systémique. Le modèle d'évaluation des actifs financiers, plus connu sous son acronyme anglais CAPM, Capital Asset Pricing Model, est un jalon essentiel de la finance moderne. Sa genèse et son développement sont étroitement liés à William Sharpe, un économiste dont les travaux ont transformé la manière dont les investisseurs et les gestionnaires de portefeuille évaluent le risque. Né en 1934, William Sharpe a commencé à s'intéresser à l'économie et à la finance lorsqu'il était étudiant en économie, à l'université d'abord de Californie à Los Angeles, puis à l'université de Washington. Inspiré par les travaux antérieurs de Harry Markowitz sur la diversification des portefeuilles, Sharpe se lance dans l'aventure de comprendre le comportement des prix des actifs sur le marché. Une anecdote intéressante concernant le début de son travail sur le CAPM est la manière dont il a abordé le problème. C'est pendant son temps libre, le week-end, qu'il développa les premiers concepts du modèle, qui allaient révolutionner la finance. Il racontait souvent comment il griffonnait d'abord des équations sur des feuilles de papier à la maison, essayant de mettre en forme sa vision de la relation entre risque et rendement. Le modèle de Sharpe, présenté pour la première fois dans son article de 1964 Capital Asset Prices, A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, offre une explication élégante et puissamment simplificatrice de la manière dont les marchés tarifient les actifs individuels en fonction de leur risque par rapport au marché global. Le CAPM repose sur l'idée que le rendement attendu d'un actif doit être proportionnel à son risque systémique, c'est-à-dire le risque que l'actif partage avec l'ensemble du marché. Donc le modèle propose que le rendement attendu d'un actif va être égal à un taux sans risque plus une prime de risque qui va être, elle, multipliée par un coefficient qu'on va appeler le bêta de l'actif, et qui en fait est une mesure de la sensibilité des rendements au mouvement du marché. Cette formule simple en apparence permet de calculer le rendement attendu pour n'importe quel actif, donné son risque. Le CAPM a rapidement gagné en popularité et est devenu un outil incontournable dans le monde de la finance. Les gestionnaires de portefeuille et les financiers, eux, vont l'utiliser pour évaluer les rendements futurs des actifs et la gestion du risque. Quant aux universitaires, pour enseigner les principes de l'investissement. Pour ses contributions à la finance, notamment pour le développement du CAPM, William Sharpe a reçu le prix Nobel d'économie en 1990, partagé avec Harry Markowitz et Merton Miller. L'impact durable du CAPM sur la théorie et la pratique financière est un témoignage de la clarté de vision de Sharpe et de son approche révolutionnaire pour comprendre comment les marchés intègrent le risque et le rendement. Son histoire inspire non seulement pour son génie intellectuel, mais aussi pour sa capacité à traduire des observations complexes en principe universels, simples et applicables. Avec le CAPM intégré dans la pratique financière courante, l'introduction du modèle Black-Scholes en 1973 a marqué une nouvelle ère en finance, transformant radicalement le trading d'options et de dérivés en général, en offrant un outil mathématique plus précis pour les évaluer. Fisher-Black, Myron Scholes et Robert Merton, trois figures les plus influentes dans le monde de la finance, ont révolutionné l'évaluation des options avec le développement du célèbre modèle Black-Scholes et Merton. Leur histoire est un témoignage de la perspicacité académique et de l'impact profond de leur collaboration sur les marchés financiers. Leur aventure débute dans les années 1960 et 1970,
Lorsque Fisher Black et Myron Scholes collaborent au MIT, se penchant sur une énigme qui a longtemps résisté aux économistes et aux traders, l'évaluation précise des options. À cette époque, le marché des options était encore embryonnaire, principalement parce qu'il manquait d'une méthode fiable pour déterminer leur juste valeur. L'anecdote marquante de cette période est le rejet initial de leur article par plusieurs revues académiques, les éditeurs jugeant l'approche trop théorique avec des doutes sur son applicabilité pratique. Cependant, Black & Scholes, rejoint ensuite par Robert Merton, qui enrichit le modèle avec des extensions théoriques importantes. Merton en particulier a explicité l'utilisation du calcul stochastique dans le modèle. Renforçons le lien avec les travaux antérieurs de Louis Bachelier justement, sur le mouvement brownien. Ce dernier avait dès 1900 utilisé des méthodes mathématiques pour décrire justement le comportement aléatoire des prix sur les marchés financiers, préparant ainsi le terrain pour les innovations futures en finance quantitative. En 1973, leur persistance a porté ses fruits. Leur article The Pricing of Options and Corporate Liabilities, publié dans le Journal of Political Economy, présente ce qui deviendra le modèle Black & Scholes pour l'évaluation des options. Le modèle se distingue par sa simplicité et l'emploi d'une équation différentielle partielle pour modéliser les prix d'une option, en fonction du temps et de la volatilité du sous-jacent. Si vous voulez plus de détails, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo assez théorique et technique sur le sujet. L'impact de leur travail a été immédiat et significatif. Peu après la publication du modèle, le Chicago Board of Options Exchange, inauguré peu de temps avant, connaît une explosion d'activité de trading. Les traders et les institutions financières pouvaient désormais évaluer les options avec une précision sans précédent, contribuant à une croissance rapide et à une sophistication accrue des marchés financiers. Malgré le succès monumental de leur modèle, Fisher Black n'a pas été inclus dans le prix Nobel de 1997, attribué pour le modèle Black & Scholes, car il est décédé en 1995. Scholes et Merton ont reçu le prix, reconnaissant leur contribution révolutionnaire dans l'économie financière. Le modèle Black, Scholes et Merton illustre parfaitement comment une idée novatrice, bien qu'au début rejetée par le milieu académique, peut transformer tout un domaine entier et devenir une norme industrielle. Cette histoire inspire toujours les financiers et économistes, toujours en recherche de nouvelles théories pour naviguer la complexité des marchés financiers tout en s'appuyant sur les bases posées par des pionniers comme Louis Bachelier. Après la mise en place du modèle Black, Scholes et Merton dans les années 70, qui a révolutionné l'évaluation des options et autres produits dérivés, la scène était parfaitement préparée pour l'émergence d'une nouvelle ère en finance. Cette transition marquait le passage d'une approche traditionnelle où les traders tradaient avec l'instinct et les émotions et leur ressenti du moment et une analyse plutôt qualitative, à une ère où l'analyse se fait avec des techniques quantitatives et de l'innovation technologique. Au début des années 1980, le monde de la finance commence à voir l'ascension des quants. Ces experts en mathématiques et en statistiques qui appliquent des techniques complexes pour analyser et prédire les mouvements de marché. C'est l'arrivée des ordinateurs personnels et de la technologie de l'information qui a vraiment donné leur chance aux quants de mettre en œuvre des modèles mathématiques sophistiqués, transformant les théories abstraites en applications pratiques. Une anecdote célèbre de cette époque est celle de la création du célèbre fonds Renaissance Technology, créé par Jim Simons en 1982. Simons est un mathématicien de renom qui a recruté des cryptologues, des physiciens et des mathématiciens pour développer des modèles de trading algorithmique qui finiront par révolutionner le trading quantitatif. Le 19 octobre 1987, connu sous le nom de lundi noir, les marchés mondiaux s'effondrent, perdant près de 23% de leur valeur en une journée à Wall Street. Cette chute brutale a été partiellement attribuée à l'utilisation généralisée de stratégies de portfolio insurance, une technique développée par les quants qui impliquait des ventes automatiques d'actions en réponse à certaines tendances du marché. Ce fut la première grande crise attribuée au modèle quantitatif, soulignant leur influence mais aussi leurs limites. C'est dans les années 1990 que le secteur des quants continue de croître, avec la fondation de fonds quantitatifs et de sociétés de trading algorithmique qui deviendront célèbres. Des entités comme D.E. Shaw, fondée en 1988 par David Shaw, se distinguent par leur utilisation de modèles informatiques avancés pour générer des rentabilités supérieures au marché. Ces modèles reposaient souvent sur l'analyse de grandes quantités de données pour exploiter les petites inefficacités de marché. Peu de temps après, en 1998, peut-être l'événement le plus marquant de cette époque fut l'effondrement de Long Term Capital Management, ou LTCM. Ce fonds cofondé par Robert Merton et Myron Scholes
qu'on a vu précédemment. Parmi d'autres, bien sûr, utiliser des stratégies de trading hautement élevées, basées sur des modèles quantitatifs, pour parier sur la convergence des prix des obligations. Lorsque la Russie a fait défaut sur sa dette en 1998, les marchés sont devenus extrêmement volatiles, et les positions de LTCM se sont effondrées, entraînant des pertes massives qui ont même failli déstabiliser tout le système financier mondial. Un peu comme une crise que l'on verra tout à l'heure. Chaque crise apporte avec elle des leçons importantes sur l'impact de ces modèles mathématiques, en particulier leur incapacité à prévoir les événements dits signes noirs et leur dépendance grandement liée aux conditions de marché stables. Néanmoins, cette ère a également ouvert la voie à des innovations technologiques, préparant le terrain pour l'avenir de l'investissement et du trading algorithmique, ainsi que l'arrivée de tous les modèles de machine learning et d'apprentissage profond. L'ère de 2000 à 2008, dans le monde financier, a été témoin d'une croissance explosive de l'innovation des technologies et des stratégies de trading quantitatif. Ces stratégies ont non seulement mené à des succès spectaculaires, mais ont également transformé le paysage financier, avec l'adoption généralisée d'Internet et des technologies de l'information. Au début des années 2000, le trading algorithmique a pris de l'ampleur, marquant une ère où les ordinateurs ne se contentaient plus de faciliter les transactions, mais les exécutaient à une vitesse et à une précision sans précédent. Même si on verra plus tard qu'on n'était pas encore à l'ère du trading à haute fréquence. Les grandes institutions telles que Goldman Sachs ont investi massivement dans cette technologie pour automatiser leur processus de trading. Et les fonds que l'on a vus précédemment, comme Renaissance Technologies ou D-Show, prennent de plus en plus d'ampleur. Comme Renaissance Technologies, qui a utilisé des stratégies de trading qui agissent de plus en plus à haute fréquence, même si, comme on l'a dit, c'est relatif, c'était pas en microsecondes comme on peut l'avoir aujourd'hui, pour exploiter des inefficiences de marché sur des durées relativement courtes, intraday. Leur fonds, le médaillon, est particulièrement célèbre pour utiliser des modèles mathématiques complexes pour prédire des mouvements de marché et les mouvements de prix des actifs. Ces modèles incluaient des techniques comme l'analyse des séries temporelles, des régressions non linéaires, avec les méthodes des noyaux par exemple, et des réseaux de neurones pour analyser et prédire le prix à partir de quantités massives de données historiques. Et D-Show, quant à lui, a adopté une approche similaire mais distincte, en combinant des analyses quantitatives avec des stratégies un peu plus fondamentales. Le fonds utilise des stratégies de trading basées plus sur par exemple de l'arbitrage statistique qui consiste à identifier des paires d'actifs dont le prix historiquement se déplace ensemble et à trader sur les divergences temporaires de ce comportement normal. Par exemple, si deux stocks ont traditionnellement bougé à peu près de la même manière, mais divergent soudainement sans raison fondamentale, D-Show pourrait acheter le retardataire et vendre le leader jusqu'à ce que leur prix redevienne à la normale. Au cours de la période précédant la crise de 2007 à 2009, les produits dérivés, notamment les obligations de dette collatéralisées, CDO, ont connu une popularité fulgurante. Ces instruments complexes ont été largement utilisés pour bundler et vendre des risques de crédit, souvent évalués à travers des modèles quantitatifs avancés. Toutefois, la crise a révélé les limites et les dangers de ces modèles, particulièrement dans les conditions de marché volatiles. Les modèles qui se basaient principalement sur des données historiques n'ont pas su prévoir les événements extrêmes, conduisant à des sous-estimations systémiques du risque réel. Ces défaillances ont exposé le système financier mondial à des risques considérables, entraînant des perturbations majeures et des pertes financières énormes. C'est une des crises les plus importantes depuis la crise de 1929. Mais cette crise ne fut pas négative pour tout le monde. En effet, en 2007, alors que le marché immobilier montrait des signes de surchauffe, John Paulson adoptait une approche non conventionnelle qui s'avéra remarquablement efficace. Son fonds a mis en place des positions sur des crédits default swap ou CDS, pariant ainsi contre la performance des obligations sécurisées par des hypothèses de subprime. Paulson, utilisant une combinaison d'analyse fondamentale et des approches quantitatives, a identifié une bulle immobilière imminente. Son analyse fondamentale lui a fourni une compréhension des conditions macroéconomiques précaires, tandis que les modèles quantitatifs aidèrent à optimiser le timing et l'exposition des trades. Cette stratégie fut non seulement préventive, mais également extrêmement lucrative, son fonds générant des gains considérables lorsque le marché immobilier s'est effondré. Après la tourmente de 2008, la finance quantitative s'est réinventée. Les comptes, autrefois
critiqués pour leur rôle présumé dans la crise, sont devenus des architectes d'un nouveau paysage financier, marqué par des réglementations strictes et un besoin accru de transparence. La réponse, un nouveau type d'analyse, une nouvelle approche plus robuste, l'analyse quantamentale. Mélangeant justement la rigueur de l'analyse et l'approche scientifique avec l'analyse quantitative et des approches plus traditionnelles avec l'analyse fondamentale. Le début des années 2010 vu l'apogée du trading à haute fréquence. Des firmes comme Virtu Financial ont réussi à négocier pendant 1238 jours de trading sans enregistrer une seule journée de perte. Un exploit rendu possible par des algorithmes de trading ultra rapides et ultra efficaces. Cependant, le trading haute fréquence n'est pas sans ses détracteurs. Certains le critiquent pointant du doigt la volatilité induite par ces pratiques. Le trading quantitatif n'est pas la seule méthode qui est arrivée à ces moments-là. D'autres stratégies quantitatives modernes sont apparues. On pourra citer l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ou machine learning. L'intelligence artificielle et le machine learning ont révolutionné les stratégies quantitatives. On peut citer Two Sigma par exemple qui a développé des systèmes d'IA capables de trouver des patterns dans des millions de documents financiers et prévoir des tendances futures de marché. Ces technologies permettent de capter des signaux faibles, souvent imperceptibles par les analystes humains, pour anticiper les mouvements de marché avec une précision accrue. On peut citer un autre type d'analyse qui est apparu dans cette période, qui est l'analyse quantamentale, qui fusionne en fait de l'analyse quantitative avec de l'analyse fondamentale. On peut citer Bridgewater Associates, qui a été le pionnier dans l'adoption de l'approche quantamentale, utilisant de vastes ensembles de données économiques et financières pour soutenir des prises de décision fondamentales. Cette méthode a aidé le fonds à naviguer à travers des eaux tumultueuses, des crises économiques et des bouleversements de marché. En dernier, on pourrait citer aussi les arbitrages statistiques et les algorithmes évolutifs. Des fonds comme D-Show, eux, ont continué d'affiner l'arbitrage statistique en y intégrant des nouveaux modèles et des nouvelles caractéristiques comme des algorithmes évolutifs qui adaptent leur stratégie en temps réel. Par exemple, en détectant des modèles de corrélation anormaux entre des actifs qui divergent temporairement de leur comportement historique. Et surtout, ces algorithmes peuvent exécuter des trades automatiquement pour exploiter toutes les inefficiences de marché qu'ils vont détecter. Alors que le trading haute fréquence atteignait un niveau de compétitivité extrême, avec des marges de plus en plus minces, le secteur a vu une vague de consolidation. Cela a poussé les firmes à explorer de nouvelles avenues, comme le trading de crypto-monnaies et l'utilisation de données alternatives, Big Data aussi, pour maintenir cet avantage compétitif. La période post-2008 a transformé les quants de parias présumés en visionnaires de la finance. Armés de technologies de pointe et d'une compréhension à la fois des marchés financiers et des mathématiques, ils redéfinissent les limites du possible dans le trading moderne. En combinant l'intelligence artificielle et autres techniques de trading innovantes, ils continuent de façonner l'avenir de la finance. Aujourd'hui, les quants ne sont pas seulement des traders ou des programmeurs, ce sont des innovateurs à la frontière de la nouvelle ère numérique. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, commenter. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus, tous les liens sont dans la description. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.